Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Bonjour. Nous n'allons pas tarder à commencer. On attend un petit peu les retardataires. Pour ceux qui sont déjà présents, on va vous mettre un lien pour le dossier de presse et pour l'étude dans le chat. Et puis Martin Cole, qui est chargé de nos relations presse, vous l'adressera également par mail. Une petite précision, on va garder vos micros fermés pendant la durée de la conférence, sauf pour les intervenants. Peut-être que je vous présente les intervenants pour faire venir tout le monde. Donc, nous aurons comme intervenant pour cette conférence de presse Pierre Sen, le président du club, Françoise Rossignol, qui est maire de Dainville et vice-présidente à la communauté urbaine d'Arras. Et puis nous aurons Guillaume Gouffier-Chat et Mathieu Orphelin, qui sont tous les deux députés, l'un du Val-de-Marne et l'autre du Maine-et-Loire, et qui sont coprésidents du Club des élus nationaux que nous relançons ce matin. Donc, les grands thèmes de la conférence de ce matin, on va aborder bien sûr et faire un retour sur cette année absolument exceptionnelle qui a été connue pour le vélo, la présentation en exclusivité de notre dernière étude sur les pistes transitoires et une présentation aussi des orientations 2001 pour le club, mais aussi pour le club des élus nationaux, qui prendra ensuite la parole après Pierre et Françoise. Donc, je vais peut-être laisser Pierre ouvrir cette conférence. Oui, eh ben, écoutez, si on confirme qu'il n'y a plus personne en salle d'attente. C'est bon. C'est bon? Eh ben, alors effectivement, on va pouvoir commencer. Donc, eh ben, déjà, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là. Je crois qu'on est, c'est notre première conférence de presse de rentrée qui se fait dans des conditions comme ça, qui se fait à distance. Cela dit, on est avec un nombre record. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou si c'est lié aussi à l'actualité vélo, mais en tout cas, on a un nombre record de médias et un nombre record de parlementaires qui sont avec nous pour cette conférence de presse. Alors, Catherine Pilon notre secrétaire générale, parlait d'une année exceptionnelle pour le vélo. C'est une année exceptionnelle de toute façon à tous égards et à bien des égards dramatiques, mais qui, effectivement, pour le vélo, a été une année record en termes de fréquentation, en termes d'actualité et en termes d'engouement, on pourrait dire, avec le sentiment qu'on a franchi quand même une étape importante pour la France en matière à la fois de mentalité et de pratique au quotidien du vélo, avec non seulement des centaines de kilomètres d'aménagements construits, une explosion de la pratique, hein, on reviendra tout à l'heure un peu sur
sur les chiffres, mais aussi une actualité, des avancées réglementaires, et puis peut-être un chiffre symbole. On a dépassé le million de vélos réparés en quelques mois, ce qui est en soi seul un énorme symbole qu'il se passe quelque chose. Alors, cela dit, au risque de, de casser un petit peu l'ambiance, je vais quand même commencer cette conférence de presse sur des signaux qui nous inquiètent en ce début 2021 et qu'on aimerait croire n'être que de petits mauvais signaux qui ne présagent en rien de l'année qui vient. Mais c'est vrai que quand on voit que la longue interview du ministre Djebari dans la Gazette des Communes ne dit pas un mot du vélo, quand il n'y a, pour ainsi dire, rien sur le vélo dans le projet de loi qui est en train d'émerger et de sortir dans la suite de la Convention citoyenne pour le climat, quand on voit que par un glissement sémantique un peu pervers, les 200 millions d'euros pour le vélo dans le plan de relance sont passés de 200 millions comme plancher à manifestement 200 millions d'euros comme plafond, on se dit qu'il serait bon que très vite, on ait des signaux un peu inverses et des bons signaux de la part du législateur et de l'État. Parce que si on ne veut pas d'une certaine manière que le soufflet retombe, que toutes les avancées qu'on a connues et qui sont fragiles pour le vélo retombent, eh bien, on a besoin d'être accompagné par un législateur ambitieux et on a besoin de l'État qui a plutôt été accompagnant dans ces derniers mois et ces dernières années. Mais si l'État venait à manquer, je pense qu'on risquerait d'assister à des retours en arrière inquiétants. On verra d'ailleurs à quel point l'étude dont nous publions aujourd'hui donc les résultats en matière d'aménagement temporaire montre à la fois une dynamique inimaginable dont on n'aurait pas pu imaginer effectivement l'ampleur, ne serait-ce qu'il y a un an, mais c'est une dynamique qui a ses fragilités et qui sera de toute façon très fragile si elle n'est pas accompagnée. Alors, je pense que c'est le moment d'ailleurs de rendre la parole à Catherine Pilon, qui va justement nous dire un petit mot de ces résultats de l'étude. Très bien. Pour revenir sur le contexte de cette étude, donc dès le mois d'avril, le club s'est engagé dans le suivi des aménagements de transition, et ce dans le cadre d'une mission qui avait été confiée par la ministre de la Transition écologique afin de suivre et de coordonner leur mise en place. Donc, une première étude avait été réalisée par le club pour recueillir les projets, les besoins, et puis surtout faire remonter les difficultés rencontrées par les collectivités. Et puis ensuite, nous avons souhaité engager un suivi de ces aménagements dans la durée, avec une enquête qui a été menée avec le cabinet Solcy Villain-Lemarec. Ce qui était recherché, c'était vraiment d'observer très finement ce qui se passe sur le terrain, en allant beaucoup plus loin que le strict suivi des kilomètres réalisés. Pour mémoire, 1000 avaient été annoncés en début de confinement, 1000 kilomètres. Nous avions vraiment le souci d'identifier les leviers, les blocages et d'avoir une sorte de suivi en direct pour qu'on puisse faire remonter les difficultés et les résoudre. Donc, il y a eu une première enquête en juillet qui faisait un petit peu le point des intentions et de la situation des collectivités à la sortie du premier confinement, et une seconde en octobre qui donnait un point de vue sur la rentrée et qui montrait si la dynamique engagée était toujours valable ou pas. Elle l'était bien évidemment. La méthode pour cette troisième enquête, on a souhaité faire encore plus de qualitatif en réalisant de nombreux entretiens pour avoir un petit peu un croisement de points de vue des différents acteurs qui ont participé à ce boom du vélo. Donc, on a été aussi interviewé des élus locaux, des techniciens de terrain, des industriels, des entreprises du secteur de l'aménagement de voirie et aussi des néocyclistes.
Cette enquête, elle s'est déroulée entre le mois de décembre et janvier 2021, c'est donc vraiment tout récent, avec un questionnaire en ligne auprès de 148 collectivités qui ont répondu, des collectivités de taille très variée et qui représentent globalement près de 31 millions d'habitants, donc un échantillon qui n'a rien de ridicule et qui est vraiment représentatif de cette dynamique. Les résultats, alors je ne vais pas vous asséner des chiffres et je vais faire très vite, mais pour vous donner quelques chiffres qui vous donneront, j'espère, envie de consulter notre étude de 80 pages, mais qui comporte une synthèse en début de document, on peut retenir que 84% des collectivités se sont engagées sur un ou plusieurs projets d'aménagement de transition en faveur des mobilités actives, que ce soit la marche ou le vélo, ou les deux ensemble. 65% ont indiqué que la crise avait accéléré ou renforcé leur politique cyclable. La moitié des collectivités interrogées ont travaillé à la fois sur des aménagements qui bénéficiaient aux piétons et aux cyclistes. Mais on peut dire que pour le moment, les aménagements pour les piétons sont moins nombreux, souvent plus coûteux et nécessitant des reprises de voirie, ce qui est sans doute une des explications pour laquelle ils ont été réalisés moins rapidement dans ce contexte d'urgence. Ce bouleversement donc, a principalement concerné les zones urbaines, c'est elles qui se sont le plus engagées et qui ont le plus réalisé ce qu'elles avaient annoncé en début de confinement, mais aussi des territoires peu denses, ils sont plus de 40% à avoir terminé leurs aménagements de transition dans la période. Ce sont donc d'excellents chiffres, de très bons chiffres qui confirment que le sujet des mobilités actives a vraiment progressé dans une grande majorité des collectivités, y compris dans celles qui n'étaient pas prêtes ou qui n'étaient pas en capacité, faute de moyens financiers ou d'expertise technique, de créer des aménagements cyclables de transition. La crise sanitaire 2020 a donc eu un vrai effet accélérateur sur les politiques cyclables et ces avancées auront un effet durable. On a des indicateurs de cet effet durable en fait dans l'étude. À la question est-ce que vous avez envie de pérenniser ou d'étendre les aménagements, 87% des collectivités répondent que oui, elles prévoient de pérenniser et d'étendre les aménagements. Et puis pour une collectivité sur 5, la crise sanitaire a fait émerger un projet de plan vélo ou de schéma directeur cyclable. Donc même dans les collectivités qui n'étaient pas prêtes à démarrer puisqu'elles n'avaient pas encore enclenché un projet, un schéma directeur, eh bien, elles souhaitent s'engager là-dedans afin d'organiser une politique sur le temps long. En conclusion, on peut dire qu'avec le deuxième confinement, déconfinement, on n'assiste pas à une nouvelle vague d'installation, de nouveaux aménagements de transition, mais on est bien dans une consolidation qui enclenche une dynamique de pérennisation des projets vélos pour une vraie inscription dans la durée. Vous découvrirez aussi dans l'étude des portraits très intéressants, je trouve, de néocyclistes, des témoignages de services techniques, des prises de position de plusieurs élus sur le vélo qui montrent comment leur perception de l'aménagement de l'espace public a été transformée grâce à cette progression de la pratique du vélo et grâce aussi à l'expérimentation de l'urbanisme tactique qui a été extrêmement utilisé par les collectivités et qui a permis d'ouvrir de nouveaux champs pour aborder un petit peu l'espace public et la façon de travailler à sa redistribution. Vous trouverez aussi des entretiens avec des acteurs des travaux publics qui ont véritablement changé de regard avec cette augmentation de la pratique cyclable. Donc, rendez-vous pour consulter l'intégrale de cette étude sur le site internet du club. Et puis, vous pouvez dès à présent noter le webinaire que nous allons organiser le 23 février pour présenter avec plus de détails cette étude. Voilà, je repasse la parole à Pierre Cerne. Merci. Effectivement, franchement, cette étude, elle est extrêmement riche. Elle permet de descendre en profondeur en fait dans ce que c'est pour une collectivité, pour les acteurs en fait de terrain, que de mettre en place des aménagements cyclables. Et une fois qu'on a fait ça dans l'urgence, comment derrière on pérennise, comment on gère aussi les éventuels frottements que ça peut créer et comment on ancre ça dans la durée. Alors évidemment, à une époque, on a pas mal insisté, parce qu'on voulait les montrer du doigt, ceux qui défaisaient des aménagements de transition ou qui ne les réalisaient pas alors qu'ils les avaient annoncés. Mais il ne faudrait pas que ce soit en fait l'arbre qui cache la forêt, puisque
comme le rappelait Catherine Pilon, c'est pratiquement 90% des collectivités qui se sont engagées dans ces aménagements cyclables de transition, qui sont dans l'idée, ou même déjà dans la réalisation, de la pérennisation de ces aménagements. Donc, les reculs, les retours en arrière sont extrêmement minoritaires, ce qui est plutôt bon signe, même si, évidemment, à chaque fois, c'est l'occasion de regrets et parfois même de colère de la part des cyclistes locaux. Ce qui est très intéressant aussi, et on avait eu l'occasion déjà de le remarquer et de le dire au cours de l'année 2020, c'est de voir à quel point, en dehors des usual suspects qu'on attendait, et les grandes métropoles, on se doutait bien qu'elles allaient faire des aménagements. En revanche, on a beaucoup de territoires périurbains, voire complètement ruraux, avec vraiment des territoires peu denses, qui se sont mis à aménager, à faire des aménagements cyclables. C'est peut-être la nouveauté qui est la plus porteuse d'espoir, hein, dans la situation, puisque ce sont des territoires qui étaient des territoires de conquête et dont on se disait que le jour où ce type de territoire commencerait à basculer dans des vraies politiques d'aménagement cyclable, on aurait cranté une étape importante en faveur de la pratique du vélo en France. Et donc, c'est pas un hasard si les chiffres globaux en fait de pratique du vélo qui ont été publiés récemment montrent une envolée de la pratique, hein, puisque sur l'année complète 2020, on est à plus 10% par rapport de pratique du vélo par rapport à 2019. Mais si on isole les périodes hors confinement, on est à quasiment plus 30% de pratiques cyclables en France, ce qui est évidemment un bond jamais vu. Tout ça se faisant malgré un certain nombre de craintes qu'on avait pu avoir à l'automne, avec une diminution du nombre de cyclistes tués. Évidemment, 174 cyclistes tués, c'est toujours 174 de trop, mais on a une quinzaine de morts en moins par rapport à 2019, ce qui montre que malgré une explosion de la pratique, ça ne s'est pas accompagné, heureusement, d'une explosion de l'accidentologie. Et c'est une très bonne chose. Je pense qu'à ce stade, c'est le moment où je passe la parole à notre vice-présidente, Françoise Rossignol, qui est donc, c'est un peu un hasard de la vie, mais à quelques centaines de mètres de moi, à Dainville, alors que je suis, moi, très précisément sous le beffroi d'Arras en ce moment. Mais voilà, Françoise, c'est à toi. Bien, moi, c'est le témoignage d'une ville moyenne. Et vraiment, l'expérience a été un formidable accélérateur. Alors, un accélérateur parce que les aménagements transitoires se sont installés, alors effectivement, dans cette euphorie du déconfinement, mais avec quelques critiques, mais sans véritablement de contestation majeure, alors que les aménagements ont bousculé les lignes qu'on essayait de faire avancer lentement depuis des années. Mais finalement, voilà, c'était circonstances exceptionnelles, on pouvait installer. Et maintenant, on en est, je passe vite, hein, mais la pratique du vélo a énormément augmenté sur l'agglomération. Maintenant, on en est à la période de l'évaluation, des ajustements, parce que des ajustements, il y en a, mais massivement à une confirmation et un cheminement vers la pérennisation de ces équipements. Et donc, finalement, un bilan excessivement positif. Alors, positif parce que maintenant, on part vers la pérennisation, ce qui n'est pas sans problème, et sans problème en particulier financier. Les accompagnements joueront un rôle majeur. On est dans une période de budget contraint, hein, l'explosion des dépenses liées au Covid, les recettes qui manquent. Bon, je suis vice-présidente mobilité, donc bien entendu se pose aussi à côté tout le problème du transport en commun, parce que l'objectif final, c'est bien de lutter donc, contre un retour vers l'autosolisme. Et donc, il faut à la fois pérenniser
les aménagements cyclables, conforter la marche à pied qui, dans nos communes de taille moyenne, est quand même importante, et redonner la confiance sur les transports en commun. Donc on a à avoir cette vision globale si on veut pouvoir avancer. Et donc l'accompagnement de l'État sur la pérennisation de ces aménagements sera certainement un élément majeur pour sa réalisation. Mais au-delà des réalisations concrètes, on voit bien que c'est toute la vision du vélo qui a changé, et dans le public, puisqu'on voit bien qu'on a lancé une enquête, internet bien sûr, hein, où enfin, tous les aménagements quasiment ont été plébiscités à quelques ajustements près, bien sûr, mais la vision globale de la société et des élus a changé. Si bien que bon, comme nous avions entrepris notre schéma cyclable depuis longtemps, trop longtemps, et là, les choses se sont accélérées. Et on a vu une véritable participation, aussi bien des citoyens que des élus, à sa finalisation. Et ça, je pense que ce sont des éléments extrêmement forts. Un élément fort aussi, c'est que bon, les comptages sont forcément partiels, puisque certains compteurs existaient avant la crise, mais que enfin, une bonne partie ont été installés avec les aménagements transitoires. Et finalement, le mois de décembre a été très bon. C'est-à-dire que le deuxième déconfinement était très bon, alors que la météo était quand même très défavorable. Et donc, on peut espérer qu'on est vraiment dans un mouvement de fond, et qu'on va pouvoir véritablement changer de braquet sur le vélo. Voilà, c'est l'expérience de la collectivité. Alors après, rançon du succès, une nouvelle vision du partage de l'espace. Si on va avoir autant de piétons, plus de vélos, réduire la place de la voiture n'a pas été chez nous quelque chose de dramatique ou d'extrêmement difficile. Par contre, on voit apparaître de nouveaux conflits, et en particulier, sécuriser les piétons relativement âgés quand on a une piste cyclable qui est sur le trottoir. Bon, on voit bien que ça ne peut plus durer, et que donc il va falloir passer un nouveau cran dans des aménagements qui n'étaient pas prévus dans les aménagements transitoires, mais qui vont devenir indispensables aujourd'hui. Donc on rentre dans une nouvelle dynamique et sur de nouveaux enjeux. Oui, merci beaucoup. Je ne veux pas être trop longue, là, je peux parler plus longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, oui, on aura l'occasion de revenir sur cette enquête qui dit énormément de choses et qui montre pas mal de choses, effectivement, avec des réalités un peu bigarrées, on va dire, dans les témoignages. En tout cas, enfin, comme le disait Françoise, on est maintenant à un basculement dans une étape cruciale qu'on ne peut pas rater, parce que si on rate celle-là, on aura forcément des retours en arrière. Et donc, voilà où on en est en fait en ce début 2021, avec, vous l'aurez compris, donc beaucoup d'attentes, quelques inquiétudes, mais aussi beaucoup d'espoir. Alors, en quelques minutes, les grands chantiers qui, pour nous, sont devant nous. Il y a évidemment la question, et c'est lié hein, à toute cette explosion de la pratique cyclable, c'est la question de l'apprentissage du vélo, et notamment le programme Savoir rouler à destination des scolaires, sur lequel il semble qu'il est en train de se passer des choses. On a de plus en plus de collectivités qui nous disent être volontaires pour expérimenter à large échelle sur leur territoire la mise en route du savoir rouler dans leurs écoles, leurs collèges ou leurs lycées. Et donc, là, il y a quelque chose qui est prêt et où il faut que, évidemment, les ministères concernés embrayent bien, parce que ça nécessite quand même un certain nombre aussi de moyens pour accompagner ces collectivités qui sont prêtes à mettre ça en place rapidement. La question de la sécurité des cyclistes, qui dit plus de cyclistes, si on veut rester sur une bonne
sur les plutôt bons chiffres qu'on a eus en 2020, il faut absolument qu'on progresse encore sur la question de la sécurité des cyclistes. Alors, il y a la sécurité au sens du vol, et vous savez que depuis le début de l'année, on a basculé dans un nouveau système de marquage des vélos, et il faut évidemment qu'on soit attentif au bon déploiement de ces dispositifs. Puis la sécurité des cyclistes, c'est aussi la sécurité dans la rue, sur la route. Et donc, nous ne cesserons pas d'argumenter et d'insister pour obtenir vraiment la mise en place des dispositifs que nous demandons depuis des années, notamment en ce qui concerne les angles morts des véhicules à gros gabarit. Il y a aussi tout ce qui relève du soutien technique et financier aux aménagements, et la phase de pérennisation va demander des moyens plus importants que ce qu'il en était pour des aménagements parfois légers en mode transitoire. Et donc, nous allons continuer à réclamer, vérifier et accompagner aussi les collectivités dans ces mises en place, à la fois en allant chercher des financements et aussi en faisant un accompagnement technique, puisqu'à partir du moment où on a des nouveaux territoires qui se lancent et des territoires qui n'ont pas forcément des services voiries pléthoriques comme ça peut être dans une grande collectivité, il y a forcément besoin d'appui technique et d'appui en expertise. Et puis, évidemment, il faut que cet accompagnement se fasse non seulement selon les types de territoires, mais aussi selon les types de populations. Et on sera donc très attentif aussi à ce qu'on ne laisse pas de côté une partie de la population dans cet essor du vélo. Et donc, on va être attentif aux populations les plus défavorisées, aux populations des quartiers populaires, dont il serait dommage de ne pas voir et de ne pas accompagner tous les gisements en fait, de pratiques cyclables qu'il peut y avoir, mais qui nécessitent, là encore, un accompagnement fort, y compris des accompagnements financiers pour ne serait-ce qu'acheter un vélo, ce qui pour une famille en difficulté ou à revenus faibles, et on sait que la crise actuelle fait basculer dans la difficulté un certain nombre de familles. Il ne faudrait pas qu'il y ait un frein à la pratique du vélo juste parce qu'une famille ne peut pas s'acheter 3 ou 4 vélos. Je conclurai, je pense, là-dessus, donc en disant, mais je pense que nos parlementaires qui sont là le savent et s'en font déjà le relais auprès d'un certain nombre de pouvoirs publics avec lesquels, par ailleurs, nous discutons. Mais nous avons beaucoup d'attentes, beaucoup d'ambitions, quelques inquiétudes, mais que nous espérons voir lever très rapidement dans ces premières semaines de l'année. Évidemment, il y aura un temps pour les questions avec les journalistes, mais c'est le moment de passer la parole, je crois, à nos amis du Club des élus nationaux pour le vélo, et donc nos 2 coprésidents qui étaient là à la conférence de presse l'an dernier et l'année d'avant. Et donc, on n'est pas chez Françoise cette année, mais on est à distance. Et donc, Guillaume Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne, et Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, vont vous dire quelques mots sur le pourquoi et le comment de la relance de ce super club des élus nationaux pour le vélo. Ouais, merci Pierre, et puis bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est par visio. On peut se féliciter de voir cette conférence qui a lieu tous les ans, effectivement, et c'est un plaisir avec Mathieu, à qui je céderai la parole tout à l'heure, de poursuivre cette aventure sur le vélo, et de voir que tous les ans, nous arrivons à tenir ce rendez-vous. Et j'espère que l'an prochain, bien entendu, on pourra de nouveau vous accueillir, que ce soit chez Françoise, que ce soit à la question, que ce soit du côté de l'Assemblée nationale, mais en physique. Et puis, à ce moment-là, pour dresser un bilan de ces 5 années et puis des projections qui seront à venir. Pierre, un grand merci à toi et aux équipes du Club des villes et territoires cyclables, bien entendu, avec qui nous, le Club des élus nationaux pour le vélo, nous travaillons au quotidien. Et merci pour votre appui logistique, y compris,
et de réflexion bien pour porter les combats que nous devons porter à l'Assemblée nationale, texte législatif après texte législatif, pour soutenir le développement du vélo. Juste un petit rappel à toutes et à tous, le Club des élus nationaux pour le vélo, c'est aujourd'hui plus d'une soixantaine de parlementaires, députés et sénateurs, tous groupes politiques confondus. L'idée de ce club étant d'avoir un fonctionnement transpartisan afin, dans les différents textes législatifs, que nous soyons au moment de l'élaboration de la loi ou de l'évaluation de sa mise en place, de porter les sujets du vélo de manière transpartisane, parce que ce n'est pas au fond un sujet qui est de droite, de gauche, LaREM, MoDem. C'est un sujet qui concerne tous nos concitoyennes et concitoyens, tous nos territoires, et que nous devons porter ensemble, et que toutes les avancées qui ont pu être obtenues au vélo, pour la petite histoire, que ce soit sous cette législature ou les précédentes au Parlement, ont été obtenues sur des combats qui étaient portés par des députés venant de groupes politiques différents. Un club des élus, désolé, mon micro s'est coupé sans faire exprès. Un club des élus nationaux qui est mobilisé depuis le début de cette législature et qui est associé aux différents travaux qui ont été faits et qui ont été menés, et aux différentes avancées que nous avons pu obtenir, notamment depuis l'élaboration et l'annonce, la présentation du plan vélo. C'est chez toi, hein, Mathieu, si je me souviens bien, à Angers, avec le Premier ministre, tout de même, d'alors, Édouard Philippe, un plan vélo qui avait structuré nos travaux autour de 4 axes: la sécurisation des déplacements, la lutte contre les vols, la mise en place de systèmes incitatifs, la promotion d'une véritable culture vélo, et puis des fonds mis en adéquation à hauteur de 350 millions d'euros sur 7 ans, des fonds qui ont été renforcés d'ailleurs cette année pour participer au développement du vélo sur tous nos territoires, avec un objectif de passer de 3 à 9% des déplacements à vélo dans notre pays. Début 2019, lors de d'une de nos précédentes rencontres, je disais alors que l'enjeu post-présentation de ce plan de vélo, c'était bien entendu le suivi de ce plan vélo et de cette loi, d'une certaine manière, de cette annonce de programmation, et de s'assurer que ce qui était annoncé allait bien être mis en place. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses ont été mises en place. Pierre et Françoise, vous l'avez rappelé, on a connu une année aussi 2020 particulière sur tous les plans, mais particulière sur le plan du vélo, avec un développement particulièrement fort. Alors, il faut tout de même préciser qu'avant, il y avait eu les ateliers préparatifs de la loi mobilité, et puis la loi d'orientation mobilité, qui nous avait permis de passer un certain nombre de dispositions importantes. Je pense au forfait mobilité durable, je pense au lancement du savoir rouler, je pense au schéma national des véloroutes, aux obligations de transport de vélos dans les trains, aux angles morts aussi, des dispositions dont on voit progressivement les décrets se mettre en place. Et puis, lors du premier déconfinement, il y a eu un renforcement du plan vélo et d'actions concrètes visant à accélérer les mesures qui avaient été prises dans la LOM, avec le déploiement des pistes, avec le déploiement d'aides à la réparation de vélos, avec l'accélération des décrets aussi à ce moment-là. On s'était battu notamment avec Mathieu pour le décret, par exemple, sur la mise en place du forfait mobilité durable, qui avait été pris au tout début, que ce soit pour le secteur privé et le secteur public, au tout début du déconfinement. Et je tiens, sur le déconfinement, quand même, à saluer l'action d'Elisabeth Borne, alors ministre en charge de ces sujets, et puis tout de même aussi de Pierre Cerne, le président de la ville, du club des villes et territoires cyclables. Merci Pierre pour toute l'action que tu as menée alors à travers la mise en place du plan vélo pour accélérer bien les modes de déplacement d'eau. Donc, des actions, des belles avancées, mais encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, et ça, Mathieu en dira un mot plus en détail, bien entendu, dans quelques instants, je pense, que ce soit sur l'approfondissement du forfait mobilité, que ce soit sur la prime de conversion, que ce soit sur le développement des pistes, que ce soit sur le renforcement de la protection des angles morts, que ce soit sur la création d'une filière française industrielle du vélo forte. Nous devons avancer dessus. Et effectivement, ce début d'année, même si nous pouvons saluer des avancées, il y a des inquiétudes. Il y a des silences qui interpellent, alors notamment dans la loi qui arrive sur la loi climat, où effectivement, il n'y a rien pour le moment sur le vélo.
moi, je suis un éternel optimiste. Je suis sûr que c'est une invitation à ce que nous complétions cette loi et nous ferons le travail, en tout cas avec Mathieu et les autres parlementaires, quoi qu'il arrive, pour porter les sujets vélo dans cette loi et sur d'autres lois aussi qui arrivent derrière, que ce soit la loi 4D, si elle est bien inscrite à l'ordre du jour, que ce soit sur la dernière loi de finances, Mathieu, je pense, de cette législature où nous pourrons aussi porter des mesures, nous le ferons. Et c'est pour cela que nous renouvelons ces semaines-ci le club vélo. Alors, on ne le relance pas, on le renouvelle dans ces instances notamment, et que je tiens à saluer celles et ceux qui nous rejoignent avec Mathieu dans la coprésidence de ce club, Marietta Caramanli, députée socialiste de la Sarthe, Jacques Fernic, sénateur du Bas-Rhin écolo, et Florence Lasserre, députée MoDem des Pyrénées-Atlantiques. Et nous continuerons à ouvrir ces coprésidences, puisqu'il n'y a pas de présidence, mais une coprésidence sur ce club, afin de compléter les autres groupes dans notre coprésidence. Et puis merci également aux élus qui nous continuent à nous rejoindre ces semaines-ci pour porter les sujets vélo sur cette fin de législature, mais aussi pour les années à venir. J'aurais une toute petite pensée avant de conclure pour Sophie Oconi, qui nous a accompagnés avec Mathieu dans tous les combats vélo depuis le début de cette législature et qui a passé le relais pour des raisons personnelles, mais qui nous a bien aidés sur tous ces sujets, et je veux vraiment saluer son engagement sur le sujet. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long et je cède la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre, merci toutes les équipes pour l'orga de cette conférence de presse rondement menée. Je trouve qu'il y a du rythme, il y a plein d'infos. C'est génial. Moi, j'ai l'impression chaque année de me retrouver en famille et de pouvoir échanger. J'aimerais bien vous dire que je me suis fait voler mon 2e vélo. Ça y est. Donc, je passe bientôt dans les vrais cyclistes et que j'attends que le marqueur, évidemment, se déploie très fortement. Ça permet, ces rendez-vous annuels, de voir tout le chemin parcouru, et il a été très important, mais aussi tout ce qui nous reste à faire, et là, c'est encore plus important. Je ne vais pas être très long, mais il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, nous rendions à Elisabeth Borne le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures pour définir les investissements sur le quinquennat. C'était le 1er février 2018. Je peux vous le dire maintenant, je n'en avais jamais parlé publiquement, j'avais, au dernier moment, pour imposer la ligne sur les investissements vélo, j'avais été obligé de dire, si jamais il n'y a pas une ligne spécifique pour le vélo, je ne co-signe pas le rapport et je fais un scandale. Voilà, ça ne servait à rien de le dire à l'époque, mais en tout cas, cette ligne qui a tant servi, et tant mieux, il y a eu un plan vélo, Guillaume l'a dit, le Premier ministre de l'époque est venu le présenter dans notre belle ville d'Angers, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tout ce qui fait avancer ce combat est important. Et aujourd'hui, cette enveloppe, il faut absolument qu'elle soit fortement augmentée. J'y reviendrai tout à l'heure. Le vélo et l'usage un peu plus fort du vélo, plus 30%, les chiffres donnés par Pierre tout à l'heure, c'est une des rares bonnes nouvelles du Covid. Donc, c'est précieux, on n'en a pas eu beaucoup, donc tant mieux, il faut continuer à déployer tout ça. L'erreur aujourd'hui serait de s'endormir sur nos lauriers, que ce soit le gouvernement, les assos, les parlementaires. Non, continuons. Il y a eu 1 million de vélos réparés, ça a été dit, il faut qu'il y en ait plus. Il y a eu des pistes cyclables en plus, il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Il faut maintenant que quand le ministre des Transports s'exprime, quand notre collègue Djebari s'exprime, il arrête de parler tout le temps de l'avion et qu'il parle beaucoup plus du vélo. Il faut qu'on discute avec lui pour comprendre pourquoi aujourd'hui il n'en parle pas assez. Beaucoup de chemin parcouru, mais je vais venir aux propositions. On n'est pas du tout sur la bonne route. Pas du tout sur la bonne route de l'objectif que nous a donné le Premier ministre lors du lancement du plan vélo. Je vous le rappelle, aujourd'hui, on est à peu près à 3% des déplacements en vélo. Tout à l'heure, on disait qu'on a gagné 30%, c'est très bien, en cette période Covid, mais ce n'est pas du tout le bon rythme. Quel est l'objectif qu'Édouard Philippe nous a donné collectivement? C'est 9% de vélos en 2024. Pas en 2030 ou en 2040, 9%
en 2024. C'est l'objectif français dans le plan vélo. Donc, on ne peut pas se satisfaire de passer de 3 à 3,5. Donc, on se retrousse les manches et il faut tripler l'usage du vélo en 3 ans. C'est simple. Si on veut faire plaisir au Premier ministre Édouard Philippe et au gouvernement, je suis sûr que Jean Castex reprendra ce chiffre sans aucun sujet aussi, il faut qu'on triple l'usage du vélo en 2024. Et pour ça, il faut qu'on mette la gomme. Les investissements, Guillaume en parlait, il nous reste un projet de loi de finances. Au dernier, on avait porté une augmentation massive de l'aide de l'État aux collectivités. C'est très important, on en discute avec la collègue Marietta Caramanli souvent. Il faut que les collectivités dans notre belle région des Pays de la Loire, mais aussi ailleurs, soient beaucoup plus accompagnées. L'État a mis des moyens depuis 2 ans, tant mieux, ça n'existait pas, mais maintenant il faut les augmenter. L'étude de l'ADEME et des ministères montre que si on continue avec le volume financier actuel pour l'aide aux investissements vélo, on n'ira pas à 9%, on ira à 3,5%. 3,5% en 2024. Donc, ça ne va pas. Beaucoup est fait, mais il faut faire beaucoup plus. Et donc, il faut augmenter. Guillaume en parlait, c'est un combat de loi de finances. Un autre combat, et celui-là, il arrive dans la loi climat. Effectivement, ni Guillaume, ni moi, ni aucun parlementaire du club ne peut accepter. J'ai pris toute la bouffée d'optimisme de Guillaume. Oui, il faut qu'on parle vélo dans cette loi climat. Ce n'est pas possible quand même qu'en 2021, on ait une loi climat qui ne parle pas de vélo. Et donc, un des gros sujets, à mes yeux, c'est le forfait mobilité durable. Je l'ai montré hier. Si on met le forfait mobilité durable dans la loi climat, c'est 4 millions de tonnes de CO2 en plus gagnées chaque année en 2030. 4 millions. La loi actuelle, elle fait 13 millions en 2030. Et ben, vous passez à 17 rien qu'avec le forfait mobilité durable. Et en plus, il y a plein d'autres avantages. Je ne vais pas vous refaire mon laïus habituel. Mais j'avais échangé il y a quelques mois avec le patron du MEDEF qui m'avait dit « T'inquiète pas Mathieu, tu vas voir, début 2021, la plupart des entreprises du CAC 40 seront passées au forfait de mobilité durable. Arrête de m'embêter avec le fait de le rendre obligatoire dans la loi. » Eh bien, je vais rappeler mon ami président du MEDEF dans quelques semaines pour lui dire « Attends, sur le CAC 40, finalement, vous êtes à combien ?» Donc, je pense que ça n'avance pas et donc il faut qu'on le mette dans la loi. Généralisation du forfait mobilité durable pour toutes les grandes entreprises. On ne va pas embêter les PME et les TPE avec ça, bien sûr. Mais la prime à la conversion, c'est un sujet qu'il faut là aussi, qu'on porte avec Guillaume, avec d'autres, de PLF, de projet de loi de finances en projet de loi de finances. Il faut qu'on arrive à ce qu'enfin, cette prime à la conversion qui permette de mettre au rebut des vieux véhicules très polluants, eh bien, donne le droit, sous certaines conditions, à racheter un vélo électrique, des choses comme ça. Sur la sécurité, ça a été dit, il reste des progrès. Bien sûr, c'est d'abord les pistes et les équipements spécialisés. Bien sûr, c'est d'abord l'apprentissage et la remise en selle à vélo, tout ça, vous l'avez dit. Mais c'est aussi les gros véhicules. On avait réussi à faire passer l'autocollant dans nos 2 amendements portés avec Guillaume. La bataille avait été assez rude à l'Assemblée nationale. On avait réussi à faire passer l'autocollant, mais on avait échoué de 2 ou 3 voix. C'était en mai 2019. Je m'en rappelle, on avait perdu d'une voix même. D'une voix en hémicycle, les dispositifs automobiles. Et je me rappelle que Guillaume avait vraiment pourtant porté ça avec force. C'est dur quand vous perdez d'une voix sur des thèmes comme ça. Hein. Mais bon, il faudra y revenir parce qu'évidemment, c'est mieux que l'autocollant. Mais l'autocollant, vous avez dû le voir dans les rues, eh ben, les transporteurs jouent quand même le jeu. Et aujourd'hui, à vue de nez, en Maine-et-Loire, il y a des autocollants sur tous les bus et sur à peu près un camion sur 3. Ce n'est pas la super mesure, mais c'est un signe qu'il faut persévérer sur toutes les autres mesures fortes pour la sécurité. Voilà, j'ai été trop long comme d'habitude. Oui, on a été ambitieux. Oui, il y a eu des choses de faites, et tant mieux. Et on peut applaudir tout ce qui a été fait par le gouvernement, par les parlementaires, par les collectivités, par les assos, etc. Depuis 2 ans. Tant mieux, on applaudit. Mais on garde en tête, les amis, qu'il faut faire 3 fois plus. 3 fois plus en 3 ans. C'est l'objectif fixé par le gouvernement. Eh bien, on va tout faire pour le réussir. Merci beaucoup à vous deux. C'est bien parce que
quand on parle de vélo, et effectivement, c'est toujours un peu la tonalité de cette conférence de presse de rentrée, c'est que c'est presque les parlementaires qui sont les plus offensifs dans dans les revendications et dans la volonté de faire. Donc, écoutez, que dire de plus qu'on compte vraiment sur vous et qu'évidemment, on sera aux côtés de tous les parlementaires qui se battent d'arrache-pied sur ces questions de vélo. Effectivement, il reste des véhicules législatifs qui peuvent être utilisés et on ne lâchera évidemment rien. Juste pour conclure, avant de passer la parole aux journalistes qui souhaitent poser des questions, sachant, entre parenthèses, qu'on reste disponible, hein, que ce soit Catherine Pilon, moi ou les parlementaires qui sont là, pour répondre à des questions, même après la fin de la conférence de presse, et nous concernant, Catherine et moi, toute la journée, s'il le faut. Mais juste peut-être insister sur le fait que, et Mathieu Orphelin le disait, le vélo, c'est pas juste, enfin, quand on pousse comme ça pour la pratique du vélo, c'est pas juste pour le plaisir, juste parce que c'est un hobby, juste parce que c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est parce que c'est un gisement de vertueux en faveur de la qualité de l'air et de la lutte contre les changements climatiques qui est colossal. Et c'est aussi, on le dit moins, mais il faut qu'on le répète, un facteur ou un gisement de progrès économique très important. Et il y a une filière économique du vélo, il y a une filière industrielle du vélo dont on aimerait bien qu'elle se réinstalle et qu'elle se développe en France. Je sais que c'est un axe sur lequel les parlementaires travaillent et veulent travailler davantage dans les mois qui viennent. Et c'est vrai que le symbole que représente le retour en fait, des cycles merciers qui se relocalisent en France, qui relocalisent la production de vélos en France, dans les Ardennes, en l'occurrence, c'est avec plusieurs centaines d'emplois à la clé. C'est le symbole, effectivement, qu'on a là quelque chose de très porteur. Et on va dire cyniquement, pour ceux qui ne voient les choses que par l'angle des gains économiques et des gains financiers, eh ben, le vélo est aussi quelque chose qui peut être vertueux. Pendant que Mathieu est en train de se battre, j'espère avec un chat ou un chien et pas avec un enfant, je vais m'arrêter là. Mon chat qui est très mal. Oui, je me Et suis comme on a douté. passé la loi bien-être animal la semaine dernière, j'ai été obligé d'adopter un chat à la SPA d'Angers. Voilà, et qui apparemment vient t'embêter. Donc, je vais conclure comme ça. Et ben, je crois que c'est Laura Yukuna qui va maintenant prendre les demandes de parole des journalistes. Des journalistes, sachant que je vois déjà une question d'Olivier Rasmont qui demande comment les parlementaires peuvent encourager la filière industrielle à partir du moment où ça dépend d'acteurs privés. Alors, si on limitait l'action publique dès que ça concerne des acteurs privés, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de politique économique et industrielle, mais évidemment que ça peut être encouragé. De la même manière qu'on accompagne des collectivités, évidemment, on peut accompagner aussi la réimplantation et l'essor d'une filière industrielle. Mais Mathieu a sans doute un mot à ajouter là-dessus. C'est très simple. Une façon parmi d'autres, mais il y en a plein, ce serait que l'État, via son agence de prise de participation, dans un des prochains projets de loi de finances rectificatifs, parce qu'il y en aura encore dans cette année, eh bien, demande aux parlementaires d'ouvrir, par exemple, 100 ou 200 millions d'euros
pour des prises de participation via l'APE de l'État dans le capital de ces entreprises-là ou pour accompagner en fonds propres la création d'usines sur nos territoires. Donc, vous voyez, c'est très, très concret. C'est très concret. Il y a plein de possibilités. Je vous en donne une possible à l'Assemblée nationale. Et ça me permet, après, je ne reprends plus la parole, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, le vélo dans les zones rurales ou semi-rurales ou périurbaines, il faut, et c'est là un des gros enjeux, c'est les pistes cyclables et les infrastructures dédiées pour relier les bourgs entre eux. En Haut-Anjou, vous venez tous dans ma belle circonscription, il y a entre 3 et 5 km entre tous les villages. Tous les villages sont distincts de 3 à 5 km. Et il faut qu'on fasse ce maillage qui va permettre aux jeunes d'aller à leur club de foot, mais aussi aux personnes âgées avec leur VAE, d'aller chez le médecin, etc. C'est ce maillage-là qu'il nous faut réussir aujourd'hui. Peut-être, Pierre, un mot pour rebondir sur, Oui, bien sur sûr. la question et sur ce que vient d'évoquer Mathieu. Parce que nous, on y croit, on l'avait déjà évoqué dans les précédentes conférences de presse, sur l'importance de structurer une filière, une équipe France, d'une certaine manière, du vélo dans tous nos territoires. La première des choses importantes, c'est d'en parler, bien entendu, et de partager cette ambition avec l'ensemble des acteurs, que ce soit privés, les acteurs, bien entendu, l'État, et puis les collectivités territoriales. Et puis d'essayer de mettre l'ensemble de ces acteurs autour d'une table, d'échanger et de voir comment nous pouvons avancer dans cette direction. Dans ce cadre, nous organiserons avec conjointement le club des élus nationaux pour le vélo et Ville Cyclable, hein, il me semble, Pierre, mais donc nous organiserons ensemble courant avril, courant mai, des déplacements et une rencontre avec différents acteurs industriels pour voir justement comment avancer sur la structuration d'une filière industrielle française du vélo et bien forte, structurée, qui inspire dans le territoire. Et effectivement, tu le soulignais tout à l'heure, Pierre, on voit des bonnes nouvelles, par exemple, comme le retour de Mercier dans les Ardennes, qui va créer 250 emplois de manière pérenne. Eh bien, il faut voir comment aller plus loin et que ce soit aussi bien d'ailleurs au passage avec nos gros industriels, donc les entreprises, y compris les entreprises automobiles, mais qui fabriquent aussi des cycles, Renault, Peugeot, qu'avec nos petites et moyennes entreprises, qu'avec les entreprises comme Valeo, bien entendu. Donc, c'est un des chantiers qui est devant nous. Ce n'est pas forcément du législatif, mais on a notre rôle aussi de parlementaire à un moment d'impulser une dynamique de politique publique, de l'encourager et d'essayer de mettre en tout cas tout le monde autour de la table pour voir comment structurer une telle filière. Merci. Laura, Il est-ce faut passer par la que c'est toi qui Non, non, mais je vois Abel Guggenheim qui lève la main. Peut-être, alors j'ai vu qu'il y avait des questions par écrit, mais si vous voulez poser des questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main. Donc avant de lire les premières questions par écrit, je vais donner la parole à Abel Guggenheim. Oui, bonjour. Je vois aussi bien parmi les élus que parmi les journalistes un certain nombre de gens qui ont bien connu cette période où le vélo était considéré comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire chaque fois qu'on faisait des aménagements, s'il restait un peu de place, on faisait des aménagements pour le vélo. Et le discours de certaines autorités face aux militants, c'était toujours que c'était négligeable, que c'était intéressant, mais enfin bon, l'important c'était les transports en commun. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans l'excès inverse? C'est-à-dire, je vois par exemple dans le document dont on a le lien, il y a présenté comme un exemple la rue d'Amsterdam à Paris, qui, contrairement à ce qui est dit, on le voit sur la photo d'ailleurs, qui est un échec. Mais surtout qui a été fait au détriment des autobus, puisqu'il oblige les autobus qui passaient dans cette... Il a enlevé les bus d'une rue où ils pouvaient passer, donc il oblige à un détour d'autobus, et on voit un certain nombre d'aménagements comme ça qui sont au détriment des bus. Et actuellement, dans la période qui arrive, est-ce qu'on n'est pas en train de considérer que de toute façon, les gens, ils ont peur d'utiliser les transports en commun? Et en partie, il y a un certain nombre de gens qui ont peur du métro, mais qui vont facilement dans le bus parce que ils se sentent plus libres. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train de tomber dans un excès inverse? Je vais laisser la parole si quelqu'un veut répondre. enfin,
globalement, il y a plusieurs questions en fait sur la question de est-ce qu'on n'est pas en train de- d'être dans l'excès inverse de ce qu'a subi le vélo, guerre des modes, je crois que c'est Marc Fressoz qui parle de guerre des modes. J'ai, comment dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le vélo progresse un peu, on a l'impression que tout d'un coup, c'est une sorte d'invasion. Bon, je rappelle que la, la voirie dédiée à l'automobile représente toujours largement plus de la moitié des voiries utilisées, y compris dans des agglomérations où moins de la moitié des foyers sont motorisés et où l'utilisation de l'automobile, à Paris, l'utilisation de l'automobile, Monsieur Fresso, c'est 10% de la part modale des déplacements quotidiens, la voiture. Et pourtant, il me semble que la place dédiée à la voiture sur la voirie parisienne dépasse largement les 10% et même largement les 50%. Donc, dire de plus que c'est le vélo qui rend la vie impossible aux automobilistes me Non, pas paraît aux être… touristes, aux autobus. Là, je Oui, oui, parle non, mais là, pourquoi c'était prendre la parce que peine. Marc Fressoz parlait de l'impossibilité pour SOS Médecins de se garer désormais dans Non, Paris Centre. Je pense que les problèmes de stationnement à Paris ne sont pas nés avec le vélo. Quant au conflit d'usage entre transport en commun et vélo, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement attentif et sur lesquels on a des discussions extrêmement étroites avec les opérateurs de transport en commun. mais c'est pour ça que c'est bizarre de mettre en avant une réalisation qui s'est faite au détriment des bus. Mais non, alors c'est une erreur de pensée, et justement c'est un travail qu'on fait de très près avec les opérateurs. C'est une erreur de penser qu'un partage d'aménagement entre vélo et bus est forcément au détriment du bus. Il y a une étude qui a été faite à Lyon, par exemple, avec Keolis, qui montre que dans les aménagements qui sont désormais partagés, la vitesse commerciale des bus a augmenté. Après, il y a eu des endroits où, dans l'urgence, se sont faits des aménagements qui sont venus cette fois prendre la place d'un couloir de bus. Et généralement, dans ces cas-là, il y a les discussions qui ont été engagées. Alors, je pense que là, on parle par exemple d'un territoire RATP. Je pense que, et dans ces cas-là, les discussions qui sont engagées avec la RATP ont amené ou vont amener parfois à rendre en fait l'espace au bus ou alors à changer l'espace. Voilà. Mais évidemment, et ce n'est pas l'administrateur d'Île-de-France Mobilité que je suis, en dehors d'être un président d'association vélo, qui va dire que, évidemment, il faut que le vélo vienne prendre sur les capacités d'exploitation meilleure des transports en commun. Et évidemment que c'est quelque chose qui se regarde de très très près et évidemment, et comme le disait, je crois, Françoise Rossignol tout à l'heure, le but, c'est qu'il y ait plus d'usage des transports en commun et plus d'usage du vélo, et donc moins d'autosolisme. Donc, c'est évidemment pas dans des modes de concurrence entre transports en commun et vélo qu'on se lance. Et quand il y a eu des aménagements qui se sont faits peut-être, on va dire, de façon un peu trop rapide sur des choses comme ça, et c'était tout l'intérêt d'avoir des aménagements temporaires ou des aménagements expérimentaux ou transitoires, c'est justement de pouvoir revenir sur des aménagements qui seraient finalement, qui auraient des effets négatifs importants. Donc évidemment, et c'est vraiment regarder de très très près partout avec les opérateurs de transport en commun. Je vais enchaîner peut-être une question pour Françoise de Hubert Helot, donc qui parle des aménagements piétons, donc qui nous dit concernant les déplacements des piétons, y voyez-vous des risques pour les investissements et l'action en faveur du vélo? Non, moi je pense vraiment qu'on est sur
un nouveau regard du partage de l'espace. Et que effectivement, ce serait une erreur de ne pas tenir compte des piétons. Nous, on était au départ de notre PDU à 30% de part modale pour la marche à pied sur l'agglomération. Donc, une part qui est bon, pas exceptionnelle, mais bonne. Bon, le souci, c'est bien de la développer parallèlement à l'usage du vélo et à l'usage des transports en commun. Je pense que si on veut parler santé, si on veut parler qualité de l'air, il est évident que ce sont les trois aspects qu'il faut mener de front. Et donc, on est sur des arbitrages, bien sûr, mais je ne pense pas que l'un doive se... Moi, je ne l'envisage pas comme l'un se faisant au détriment de l'autre. Je pense qu'il faut évoluer avec les usages, bien regarder comment ça se passe et faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Et c'est les 3 points, enfin les 4 points de vue, parce que le point de vue de l'automobiliste existe aussi. Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans une dynamique nouvelle sur à la fois les transports en commun, la marche à pied et le vélo. Et que c'est le tout qu'il faut mener. Si on veut rendre nos villes agréables, vivables, les apaiser, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Merci Françoise. Je vais peut-être, je vois 2 questions par écrit. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions à l'oral. Donc, une question qui nous demande: comment faites-vous pour accompagner les collectivités territoriales du point de vue technique et de l'expertise? Et une autre question qui nous questionne spécifiquement par rapport aux petites collectivités sur l'aspect technique et les travaux d'aménagement de voirie. Comment on peut faire pour les aider et les accompagner, ces petites collectivités? Je laisserai bien la parole là-dessus à Catherine Pilon, si, si elle est là. Je la prends par surprise là un peu, mais je pense qu'on a toute une série de choses en fait. Alors, l'accompagnement, il y a un accompagnement par nous, hein, le Club des villes et territoires cyclables, mais pas que. Et peut-être, Catherine, si tu veux en dire quelques mots. Ah. Il faut que tu réactives ton micro, Catherine. Avec plaisir, pardon pour ce délai de micro. Le club propose des groupes de travail à ses adhérents qui permet évidemment de travailler ces questions et de les accompagner pour trouver les modes de financement les plus disponibles en fait. Il n'y a pas l'embarras du choix, mais il y a quand même des financements qui sont disponibles. Pour les gros projets, il y a évidemment le plan d'investissement pour le vélo avec le plan de relance qui permet de faire des continuités cyclables. Mais il y a aussi un dispositif qui se termine là, qui s'appelle Avélo, qui est assis sur un certificat d'économie d'énergie et qui est géré par l'ADEME et qui a permis d'accompagner 127 collectivités de moins de 100 000 habitants dans la période qui va s'achever à la fin de l'année 2021. Et la semaine prochaine, l'ADEME doit présenter son nouveau Avélo 2, donc son nouvel appel à projet, qui lui aussi pourra soutenir les collectivités de taille inférieure à 100 000 habitants pour mettre en place des schémas cyclables, pour accompagner des plans de communication, pour changer un peu la culture vélo du territoire. Donc, il y a un nouvel projet et donc ce n'est pas à moi d'en faire l'annonce, hein, mais je pense qu'il y aura une communication la semaine prochaine et vous aurez plus d'informations. Mais voilà, ça, c'est une vraie solution pour les petits territoires. Dans l'étude, vous verrez qu'il y a quelques réflexions des collectivités sur les financements existants. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple parce que la décile qui a été augmentée dans le cadre du plan de relance, eh bien, parfois, elle est affectée à d'autres projets et pas forcément à des projets vélo, surtout dans les grandes collectivités. Et donc, les budgets de l'État, enfin, l'aide de l'État dans le cadre du plan vélo, c'est vraiment pour des gros projets avec des taux de subvention à 20% qui ne sont pas forcément suffisants pour permettre un effet levier. Donc voilà, l'arrivée d'Avélo devrait être quand même une solution en partie. Je vois que Mathieu Orphelin nous partage son écran. On voit bien.
Vous aviez un exemple à nous montrer, c'est ça? Ah, votre micro est c'est bon. Oui, tout à fait. Je vous emmène dans le Haut-Anjou. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, on Dans deux belles petites communes, Tiercé et Chef. Tiercé et Chef, c'est deux petites communes qui sont reliées par une départementale, la départementale 74 que vous voyez ici. D'abord, c'est le même club de foot. C'est une entente entre les entraînements. Aujourd'hui, les petits chefs, je crois que la plupart des entraînements sont à Tiercé, mais il y a un très beau terrain aussi à Chef. Donc, il y a un certain nombre des entraînements qui sont à Tiercé, les autres à Chef. Bon, pour les jeunes qui font, là, vous avez 2,7 km entre les deux villes. Hein. C'est un exemple de ce que je vous donnais tout à l'heure. Aujourd'hui, le petit footballeur ou la petite footballeuse, parce qu'il y en a plein dans ce club-là, qui a envie d'aller en vélo, c'est impossible. C'est impossible. Cette route-là, elle est hyper dangereuse. C'est une départementale. Donc, ça fait 2 ans que je me bats, mais on va y arriver. On est à tout près du but pour qu'il y ait enfin un aménagement cyclable entre ces deux villes. Très poussé au début par les élus de Chef, mais pas par la majorité d'avant des élus de Tiercé, qui étaient toutes les deux à partisanes. Hein. On est en zone rurale. Et bien donc ça fait perdre du temps. Parce que quand vous faites un aménagement sur une départementale, il faut que des deux côtés, les élus soient d'accord. Et on avait à Tiercé, ça a changé avec le nouveau maire et la nouvelle majorité, des élus qui n'étaient pas persuadés que c'est un sens de faire ce projet-là. Et puis maintenant que tout le monde est d'accord, comme c'est une départementale, ils se sont tournés vers le département. Et le département a commencé à dire faites ce que vous voulez. Si vous trouvez les moyens de financer, en plus, on l'a dit, il y a la décile, il y a des dispositifs, il y a de l'accompagnement. Pas assez à mon sens, mais ça progresse et tant mieux, j'applaudis. Mais après, le département du Maine-et-Loire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit faites votre aménagement à côté si vous voulez, mais moi, je ne l'entretiens pas. Parce que de faire l'aménagement vélo, va y avoir des feuilles. Là, vous êtes vraiment dans les basses vallées angevines, c'est sublime, je ne vous fais pas le truc, mais il y a des arbres. Et le département dit, ce n'est pas à moi de payer le surcoût d'entretien de la bande cyclable. Bon, vous imaginez pour les élus locaux, qui sont bénévoles pour la plupart, ce genre de discussion, c'est incroyable. Et tout ça, il faut faciliter tout ça, il faut rendre tout ça beaucoup plus simple. Et il ne faut pas qu'on additionne à la française toutes ces barrières. Donc, bien sûr, il faut du financement, mais il faut, et c'est le but de vos clubs, de vos sessions de travail du club, et merci pour vous, mais il faut vraiment qu'on aide beaucoup plus qu'aujourd'hui, et pas seulement financièrement, les élus locaux qui ont envie de faire plein de choses, parce que, je le dis aussi pour Olivier, avec qui on a échangé là tout à l'heure de l'autre sujet, à Tiercé, il y a une gare. Et il y a une gare, et vous faites Tiercé-Angers beaucoup, beaucoup plus rapidement en train qu'en voiture. C'est 2 fois plus rapide en train. Et donc, vous pouvez faire de l'intermodalité de façon géniale. Vous faites vos 2 km en vélo, ce qui n'est pas possible par la D74 pour l'instant. Hop, vous prenez votre train et 12 minutes après, vous êtes à Angers, là où il faut 12-15 minutes, là où il faut 30 minutes en voiture. Voilà, vive le vélo, je me tais, à très bientôt. Et donc, c'est Tiercé gagnant. Je suis désolé. Merci beaucoup, Mathieu. Comme on a un peu dépassé notre horaire, il est 10h10, sauf s'il y a vraiment des regrets, des questions brûlantes à poser. Je le répète, hein, on est disponible et en passant notamment par Martin. Vous pouvez nous contacter pour, si vous voulez, des interviews. Et donc, s'il n'y a pas de regret, je propose, sauf si Catherine Pilon me dit que je me plante, mais on va pouvoir conclure. Et en tout cas, Isabelle Le Sens a un regret. Alors, il ne faut pas qu'Isabelle Le Sens ait un regret. Donc, Isabelle. Normalement, vous pouvez réactiver votre micro, Isabelle Le Sens, si vous souhaitez poser votre question. D'accord. Oui, merci. J'essaye aussi de mettre ma vidéo pour que… Je sais pas, mais c'est vous qui me la mettez, la vidéo ici, peut-être. Bon. Ah, voilà, je l'ai réactivée.
Ouais. Donc ma question, non, c'est juste, je trouve que vous n'avez pas répondu à ma question. C'est Catherine qui répondait et je trouve qu'elle n'a pas répondu à ma question. En fait, je demandais juste, puisque Monsieur Cern vous avez dit que le club pouvait accompagner du point de vue expertise et du point de vue technique les collectivités territoriales, blablabla, etc. Bon. Donc ma question, c'est comment vous faites? Je me souviens qu'il y avait autrefois des ateliers de mise en commun, etc., que vous avez probablement réactivé, ce qui paraît être une excellente chose, naturellement. Mais est-ce qu'il n'y a que ça, ou est-ce que vous avez d'autres moyens que vous allez mettre en place? Voilà, c'est tout. Alors, c'est très bien parce que ça permet de dire effectivement un certain nombre de choses qu'on fait ou qu'on réactive. Donc, effectivement, tout un travail de groupe de travail par, disons, collectivité affinitaire, c'est-à-dire soit sur un territoire un peu plus large, soit par type de collectivité. Et notamment là, on voit bien qu'il y a un besoin de groupe de travail où on accompagne les nouvelles collectivités qui nous rejoignent, qui sont des petites collectivités dans les secteurs ruraux ou des secteurs peu denses, parfois des très petites collectivités. C'est un peu nouveau, c'est-à-dire on a vu arriver des collectivités de moins de 2000 habitants, 1500 habitants, 3000 habitants. Évidemment, ce n'est pas du tout la même capacité à faire de l'aménagement cyclable ou de la politique cyclable qu'une ville de 150 000 habitants. Et donc là, il y a vraiment un besoin très fort d'accompagnement. Donc, on fait effectivement des systèmes plutôt de groupes de travail. Alors, atelier, groupe de travail, c'est un peu la même chose. Ce qu'on essaye beaucoup de faire, c'est de leur trouver les bons interlocuteurs au CEREMA, à l'ADEME, etc., qui peuvent leur permettre d'avoir un accompagnement. On a aussi eu des propositions de grosses collectivités qui étaient prêtes à accompagner des plus petites. Et donc, on va aussi beaucoup faire ce travail de mise en contact et de mise en relation. En tout cas, le but, c'est qu'aucune de ces petites collectivités ou de collectivités en secteur rural ou peu dense qui se lancent dans dans une politique cyclable ne soit laissée sans appui et sans aide. Donc, on est vraiment là pour faire de la mise en relation. On va aussi, on a fait et on va continuer à faire de l'aide un peu à l'ingénierie financière, c'est-à-dire que leur expliquer partout où elles peuvent aller trouver et chercher des subventions, des appuis financiers. Généralement, elles n'ont pas forcément même de services qui savent aller chercher, enfin qui savent faire ça, de l'ingénierie financière, ce qui fait qu'elles passent parfois à côté ou qu'elles ne sont pas au courant. Elles ne sont pas au courant qu'elles peuvent émarger sur la décile, par exemple. Donc, voilà. Et donc, tout ça, on va faire des formations sur les questions, ou en tout cas des journées d'études ou de formation sur les questions d'appui, des financements. Et puis, on va vraiment essayer de faire tout cet appui ou de bien prévenir nos adhérents quand il y a justement le lancement d'un appel à projet. Parfois, ils ne le voient pas passer ou ils ne savent pas comment on répond. Bon, eh ben, c'est tout cet accompagnement-là qu'on essaye de faire et de relancer, puisque on a de plus en plus de collectivités là qui sont vraiment des nouveaux venus. Il y a les nouveaux cyclistes et puis il y a les nouveaux territoires qui se lancent dans le vélo, et on estime vraiment que c'est notre rôle majeur de ne pas les laisser sans appui et sans aide, parce que le pire du pire, c'est des collectivités qui aimeraient faire une politique cyclable et qui n'y arrivent pas. Alors, il y en a qui ne veulent pas. Bon, bah là, on essaye de pousser, voilà. Mais celles qui veulent et qui n'y arrivent pas, c'est un drame. Et donc, c'est notre rôle, là, vraiment, de les accompagner de façon très forte. Et alors, c'était aussi l'esprit du guide des coûts. C'était de montrer à des collectivités que ce n'est pas forcément extrêmement coûteux de faire certaines politiques cyclables. Et puis de leur donner une sorte un peu de boîte à outils de ce qui peut être fait, de combien ça peut leur coûter. Donc, ça leur permet de prévoir sur éventuellement plusieurs budgets, voilà, que ça peut se faire avec l'appui de leur communauté de communes, par exemple, ou du département. Voilà, c'est tout ça où on essaye d'être très, très, très opérationnel pour faire vraiment un accompagnement
individualisé pour ça. J'ai vu qu'il y avait la question sur quelle grande collectivité. Eh ben, évidemment, je n'ai plus en tête. Il me semble qu'il y avait au moins 2 départements qui avaient fait part du fait qu'ils étaient prêts. Je me demande même si ce n'est pas l'Association des départements de France qui avait fait passer le message qu'un certain nombre de départements et donc des services voirie et des départements qui avaient donné le fait qu'ils étaient prêts en fait à aider des petites collectivités qui se lanceraient. Et je me demande s'il y avait, et c'était pas notamment en Occitanie, on pourra essayer de retrouver ça. Ouais. Et je pense qu'à 10h16, on va pouvoir s'arrêter. Et donc, je le répète, on reste disponible les uns, les unes, les autres pour répondre dans la foulée. Vous avez donc, vous avez vu que vous aviez un dossier de presse que peut-être on va remettre en fin là, de chat, un dossier de presse et un lien vers le document complet de l'étude Solsi, enfin de l'étude sur les aménagements de transition. Ce qui est bien, c'est que dès que je demande un truc, pouf, ça arrive. Merci Laura. Et donc, en tout cas, merci beaucoup. On est monté jusqu'à, je crois, on était plus de 40 à un moment, ce qui montre qu'il y avait à la fois pas mal de parlementaires, puisqu'on avait des parlementaires qui étaient avec nous ce matin. Et 48. beaucoup. Voilà. 48. 48. Bon, bah, c'est encore mieux. 50 même, me dit Martin Cole. Donc, vraiment merci. Très bonne journée. Et puis, de toute façon, à très bientôt. Merci à vous. Merci Pierre, merci à tous. Merci. À très vite. Je mets fin, Catherine.